Et du coup, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce premier meet-up physique de 2021 pour Weevoo en tout cas, parce que comme je l'ai dit juste avant, on a l'habitude un petit peu de faire des choses sur Twitch. D'ailleurs, coucou Twitch, parce que vous êtes tous là aussi justement sur le chat. Donc n'hésitez pas à interroger justement si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je regarde à droite parce qu'il y a la régie, c'est pour ça. En tout cas, bienvenue pour ce premier meet-up physique. On a l'honneur d'accueillir Marie. Bonjour Marie, Bonjour, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, pas trop stressé? Un peu. Ah, dans les escaliers, elle me disait, mais non, c'est bon, ça va. Et là, un petit peu Ouais, plus. quand on arrive sur l'instant T, ça monte un peu. Et du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu de Product Ops. Je ne sais pas si vous connaissez, ou en tout cas deux noms. Et le but, c'est justement que Marie fasse un petit retour d'expérience sur ce que c'est le Product Ops sous forme de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on vous passera le micro, justement, pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Le but, là, c'est d'avoir ce petit cadre un petit peu intimiste et que Marie puisse essayer d'y répondre, en tout cas, du mieux qu'elle peut. À toutes vos questions sur le Product Ops versus le Product Management versus potentiellement le coach agile. On en parlera un petit peu. Et, euh, Effectivement. et voilà. Est-ce que ça vous convient à tous? Eh bien, écoutez, très bien. Bienvenue pour cette première Product Thérapie de 2021. Et donc, Marie, est-ce que tu peux te présenter? Tout à fait. Alors du coup, je m'appelle Marie Gaumont. Moi, je suis directrice de l'équipe Product Operations chez Payfit. J'ai intégré Payfit en janvier 2020, après avoir fait d'abord du conseil en stratégie et ensuite avoir été chef de projet digital et accompagné des grandes entreprises dans la digitalisation de leurs process. J'ai commencé directement en tant que Product Operation chez Payfit. À l'époque, on était 3 et je suis à la tête de l'équipe depuis l'été 2020. Et du coup, finalement, comment es-tu devenu Product Ops? Qu'est-ce qui t'a fait devenir Product Ops? Parce que tu n'étais pas Ops, justement. Qu'est-ce qui a fait que tu as découvert ce métier? Qu'est-ce qui t'a dit, vas-y, let's go, je me lance dans le Product Ops? En fait, quand j'ai arrêté mon précédent poste, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé à parler avec beaucoup de gens très différents, à prendre des petits déj, des déj, des dîners, et pour qu'ils me parlent de leur métier et de voir un peu qu'est-ce qui me plaisait dans ce qu'ils me racontaient et au contraire, qu'est-ce qui me plaisait pas. Et de toutes ces conversations, j'en suis sortie avec quelques convictions. La première, c'est que moi, j'avais toujours travaillé pour des clients externes. Je voulais plus faire ça. Je voulais participer à une entreprise, à une aventure. Je voulais être dans un environnement très dynamique. Et j'aimais bien le côté travailler avec le produit, avec la tech, ce que je faisais déjà dans mon métier précédent. Et j'avais envie d'avoir un peu l'impact que j'avais quand même en digitalisant les process de mes clients. C'était sous couvert d'apporter des solutions digitales, des outils. En fait, on allait retravailler la manière dont les gens collaboraient ensemble pour leur faire gagner en productivité et en efficacité. Et j'aimais bien cet impact-là que j'apportais. Donc, je cherchais un peu un métier où j'allais combiner ces différentes convictions. Et j'en parle à un de mes amis à une soirée. Et il me dit, OK, mais va parler à Inès Sally, qui est Head of Product chez Payfit aujourd'hui, mais qui était à la tête de l'équipe Product Ops à l'époque. Il me dit, elle est en train de recruter, c'est complètement ce job-là. Donc j'y vais en lui disant OK, mais Payfit, vous êtes gros, moi je cherche une plus petite boîte, genre entre 50 et 100 personnes, vous êtes déjà 400, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc j'y vais un peu de manière très sceptique et j'ai pris un petit déjeuner avec Inès qui me décrit son métier, qui me décrit ses missions et son quotidien. Et j'ai fait OK, ça coche toutes les cases, donc banco. Et donc, let's go, te voilà chez Payfit. Du coup, directement en tant que directrice Product Ops? Non, j'étais Product Operations Option. Manager au Ok. départ. Et quand Inès a transitionné sur le poste de Head of Product France, j'ai pris la tête de l'équipe à ce moment-là. Et du coup, parlons de Payfit. Vous êtes organisé finalement comment chez Payfit? Parce que tu dis que tu es une grande entreprise, mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors aujourd'hui chez Payfit, si je donne un peu de chiffres, on est 750 aujourd'hui et le département produit, donc constitué de designers, product managers, ingénieurs développeurs et product builders, c'est à peu près 200 personnes. On va trouver dans le département produit 4 types d'équipes.
On va avoir les équipes locales qui sont constituées uniquement de product builders. Pourquoi on a des équipes avec un métier un peu particulier made in Payfit? C'est qu'en fait, la paye, ce sont des expériences localisées. On ne gère pas la paye de la même manière dans chaque pays. Et donc, quand les fondateurs ont commencé à travailler sur la paye et ont développé Payfit, ils ont fait le choix de développer une low-code plateforme qui s'appelle le Jetlang, qui permet à des populations qui sont ni experts de la paye et ni des développeurs de développer des expériences de paye qui correspondent à la législation locale de manière beaucoup plus rapide. En capitalisant sur les structures de paye un peu classiques. Et donc, c'est comme ça qu'est né le Jetlang et le métier associé de Product Builder. Et donc, on a un premier type d'équipe, c'est une équipe par pays qui va s'occuper de la verticale de paye et uniquement composée de Product Builder. Ensuite, on a un deuxième type d'équipe, c'est des équipes qu'on appelle solutions, qui vont se charger de verticales qui sont entièrement globalisées. Typiquement, ça va être la gestion des notes de frais, la gestion du temps de travail. Donc ça, c'est des expériences qui sont communes dans tous les pays. Et ces équipes-là, solutions, c'est des tribes qui sont organisées en triforce, on appelle ça chez nous. Donc on va avoir à la tête d'une tribe un directeur design, un directeur produit et un directeur engineer. Et ensuite, vous allez trouver au sein de la tribe des squads. Et une squad, c'est toujours un PM, un product designer, un engineering manager et de 3 à 6 développeurs. Ensuite, le troisième type d'équipe, c'est les 2 tribes plateformes. Donc, la première qui travaille sur le Jetlang et la seconde qui va travailler sur tous les systèmes qui sont réutilisés à plusieurs endroits au sein de l'application. Donc, les systèmes de permission, de notification, de validation. Donc, c'est la seconde tribe plateforme. Et enfin, le quatrième type d'équipe, c'est les équipes d'experts. Donc, ils ne sont pas responsables d'une partie fonctionnelle de l'app. Ils vont plutôt être en soutien sur les projets pour les 3 autres types d'équipes. Et donc, vous allez retrouver l'équipe d'architecture, l'équipe design studio, l'équipe dev experience, SRE, il m'en manque une, product ops, évidemment. Et non, il m'en manque toujours une, SRE, dev experience, sécurité, archi. Non, je les ai toutes en fait. Il y en a 6. Et du coup, chez Payfit, depuis quand en fait elle existe cette division finalement Product Ops? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est ancien? Qui a voulu créer en fait ça? Alors, c'est l'été 2019, juste après que les 3 VP soient arrivés. Donc, on a aussi une triforce au niveau des VP. Il y a un VP une VP design, un VP produit et un VP engineering. Ils ont retravaillé l'intégralité de l'organisation produit. Et donc, dans ce retravail de la réorg produit, ils ont aussi déterminé les équipes d'experts qu'ils souhaitaient avoir. Et dans cette réflexion-là, ils ont voulu avoir une équipe d'experts Product Operations. Donc, ça date vraiment de ce moment-là et de cette réorganisation. Et du coup, finalement, c'est quoi le rôle de Product Ops chez vous? Parce que ça a l'air d'être différent quand on en parlait par exemple avec Yolène et Charlotte lors de l'after du coup de ce mois-ci. Il y a peut-être des divergences, des petites divergences. C'est pas encore un métier très cadré, normé. Même le métier de product manager déjà de base n'est pas très cadré, très normé. Est-ce qu'il y a une norme quand même qui s'installe quel est votre métier à vous finalement chez Payfit? C'est vrai qu'en effet, quand tu parles avec d'autres product operations dans d'autres entreprises, on n'a pas forcément exactement les mêmes rôles ou les mêmes missions. C'est le premier constat qu'on fait quand on se parle tous ensemble, c'est qu'on va vraiment travailler sur... on est à l'image de l'organisation auquel on est rattaché. Donc on va plus ou moins développer certaines missions. On va quand même avoir un point commun, c'est vraiment de garantir l'alignement entre les équipes produits entre elles et avec les autres départements. Et donc nous, chez Payfit, ça se concrétise comment? On va avoir un rôle d'orchestrateur du département afin toujours de maximiser l'épanouissement, l'impact et l'efficacité de chacun au sein du département.
Mais typiquement, on peut avoir une grosse différence. Chez Payfit, nous, les Product Operations, ils vont travailler avec l'ensemble du département, donc toutes les populations que j'ai pu vous citer avant, alors qu'on peut avoir des équipes dans d'autres entreprises de Product Operations qui travaillent uniquement avec les Product Managers sur des problématiques de Product Management. Et justement aussi, lors de l'after, Charlotte et Yolène, les deux, ont des missions. C'est vraiment le terme qu'elles emploient. Je crois que Yolène en avait 5, avec le knowledge. Et c'est quelque chose d'hyper fort. Et on dirait presque, enfin, c'est pas une messe, mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper ancré au sein des Product Ops. Est-ce que vous aussi, vous avez ce principe de mission en tant que Product Ops? Complètement, ouais. Nous, on en a 4. Ok. Donc, on va voir la première mission, c'est une mission stratégie. L'idée étant de garantir que l'équipe produit a la plus grande influence en interne ou en externe. Donc, si je précise un peu, c'est des projets beaucoup autour de la communication. Un exemple concret, on va organiser et orchestrer les keynotes semestrielles qui annoncent les améliorations et les nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Et aussi un aspect plus alignement stratégique sur des projets qui sont vraiment cross-équipe. On peut être amené à faire du programme management. La seconde mission, c'est une mission d'intelligence. C'est garantir que les équipes produits aient accès aux bonnes informations pour prendre les meilleures décisions. Donc, on va beaucoup travailler sur l'accès et la qualité à la donnée quantitative et qualitative. Des exemples concrets, on va être ceux qui construisent le product dashboard avec l'ensemble des KPI et des grandes métriques qui permettent d'évaluer la performance du produit. Où on va travailler beaucoup avec les équipes service client pour tous les process de collecte et de qualification des feedbacks des clients. La troisième mission, c'est une mission un peu plus classique d'une équipe operations, c'est de l'enablement, donc c'est garantir que les équipes puissent travailler dans les meilleures conditions. Donc on va beaucoup travailler sur la mise en place et l'amélioration de process et la mise en place et la gouvernance des outils. Donc on peut travailler par exemple sur le process de gestion des bugs avec les ingénieurs développeurs et comment on les attribue aux bonnes équipes, vérifier qu'on a des taux sains de maintenance, ce genre de choses. Et la dernière mission, c'est une mission excellence où on va garantir que les équipes produits puissent délivrer leurs expériences avec le plus fort impact. Et donc, on va travailler beaucoup plus sur tout ce qui est formalisation des bonnes pratiques qu'on voit émerger au sein de l'organisation et qu'on a envie de véhiculer et de transmettre un peu plus largement. On va travailler aussi sur tout ce qui est la formation, le coaching, les bonnes pratiques de qualité, un peu toutes ces dimensions-là. Quand tu parles d'enablement et d'excellence, là, par exemple, sur la qualité, ça me fait penser, parce que j'ai eu une vie un petit peu avant où j'étais un peu coach agile, coach produit. Et est-ce que ça ressemble, est-ce que c'est pas enfin, que le coaching agile, coaching produit est un sous-ensemble finalement du product ops? Est-ce que tu as déjà travaillé avec des coachs agiles, enfin, avec des personnes de l'agilité ou pas, déjà chez Payfit? Non, chez Payfit, on n'a pas de coach agile. Ok. Pour la simple et bonne raison que les squads fonctionnent selon la méthodologie qu'elles souhaitent. Ça fait partie de leur autonomie. Donc on est vraiment dans l'organisation Payfit, il y a une vraie culture de trouver le bon équilibre entre alignement, et donc comment on fonctionne tous ensemble, et autonomie, pour avoir de la vélocité, pour aussi avoir de la motivation, être responsable de son périmètre. Et du coup, il n'y a pas de standardisation des pratiques au niveau de la squad et de la manière dont on développe le produit. Okay. Donc, il n'y a pas de coach agile chez Payfit. Et du coup, par exemple, la gestion des workflows, de ton ticket bug, par exemple, c'est le même pour tout le monde ou alors finalement, c'est quand même du coup dans la squad et donc c'est propre à ta squad. Chaque squad a un workflow différent? Alors non, le workflow de gestion de la maintenance, il est commun à tout le monde. Okay. D'ailleurs, c'est un même board sur Jira. Après, sur les workflows Jira, alors Jira, c'est pas notre meilleur atout, on va dire. On a une gestion limitée, on va dire, mais c'est un projet dans le pipe. En tout cas, l'idée, c'est de donner un cadre et un template sur Jira où
c'est plus pour des questions de données, parce qu'après, on va faire des analyses de données. Donc, pour ça, tu as besoin de retrouver un peu tes étapes un peu charnières sur lesquelles on va vouloir faire des analyses de données. Mais après, notre volonté, ce soit vraiment que les équipes puissent après spécifier des choses, réadapter les workflows à leur pratique. Ok. Juste d'ailleurs dans la salle, qui a des product ops? 1, 2, 3. Ok. Est-ce que vous avez des coachs agiles? Enfin, en tout cas, une dimension agile. Ça veut, ça veut dire quoi à peu près? Tiens, hop, je te passe le micro. On a aussi, comme vous avez dit, dont la liberté aux squads de choisir à leur manière, à leur périmètre Kanban, Scrum ou autres méthodes à travailler. Mais par contre, les squads ont souvent le besoin du connaissance. Donc, dans ce cas-là, on intervient avec du workshop ou avec voilà, passer des connaissances. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'on intervient comme coach agile. Vous êtes dans quelle société? C'est Printify. Et du coup, les autres personnes? Donc, oui. Vas-y, hop, on va faire. Alors, moi, je suis chez SNCF. Alors, on n'a pas de coach agile. On en a eu au début du produit, on n'en a plus. Par contre, on a des Scrum Masters qui accompagnent les équipes, qui peuvent être soit des Scrum dédiés à une équipe, qui gèrent vraiment la facilitation de la vie de l'équipe. On a des Scrum un peu plus systémiques, qui agissent sur le système un peu plus en grand. Et du coup, on travaille avec eux en tant que Product Ops, nous, pour agir sur la perf de la direction de façon plus macro. Et du coup, effectivement, on peut avoir des sujets où on se passe le relais, où on dispatche un peu les missions entre nous. Et du coup, en termes de direction, ils font partie de quelle direction finalement ces Scrum Masters? Les Scrum Masters, ils font partie de la tech, en fait. La tech, la Ouais. DSI. Je sais pas si je passe le micro à quelqu'un. Rémi, justement. Moi, je suis chez Ubisoft, donc coucou Yolène au passage. Il y a aussi des coachs agiles. Après, dans les faits, aujourd'hui, on intervient beaucoup plus avec les Product Ops qu'avec les coachs agiles. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a les deux en parallèle qui coexistent, avec un rôle plus opérationnel côté coach agile que côté Product Ops, où c'est une dimension un peu plus stratégique, un peu plus champ large que le pur coach agile. J'ai une question pour vous trois, ou même vous quatre. Est-ce que vous avez l'impression que les équipes gagnant en maturité, en autonomie, le métier du coach agile va un peu disparaître au profit plutôt du product ops? C'est un peu le sens de l'histoire, ou ça sera toujours compatible? Moi, je peux. Qui veut y répondre? Enfin, sinon, je peux peut-être commencer après Antoine. Ouais, on se prend vraiment pas mal de jeux avec Rémi. Hashtag Pokémon. Moi qui viens justement de cette partie-là, je me suis toujours dit que le rôle de coach agile allait un jour disparaître. Je ne sais pas comment, le pourquoi et ainsi de suite. Et en fait, c'est une évolution potentiellement logique en fait d'avoir le Product Ops qui englobe cette partie potentiellement agile. À voir, est-ce que finalement tout se recoupe? Est-ce qu'il n'y aurait pas des splits, potentiellement des Scrum Masters? Mais ce que je voyais en fait, c'était qu'il n'y a pas de direction agile. En gros, tu vas avoir une direction produit, tu vas avoir une direction tech, tu vas avoir une direction business et tu vas avoir plein de directions. Mais l'agilité, en fait, elle n'a pas de direction propre à elle-même parce que c'est un moyen d'aider en fait. Et c'est pas une fin en soi. Et c'est pour ça que j'ai toujours cru que ça allait potentiellement disparaître dans les limbes des anciens métiers. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ma vision. Et potentiellement que le Product Ops allait prendre une grande partie et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui allaient prendre des responsabilités différentes. En tout cas, c'est mon point de vue. Je sais pas si d'autres personnes, si tu veux y répondre. Oui, effectivement, je pense que ça peut se retrouver dans le périmètre de Product Ops, de formaliser les bonnes pratiques d'agilité et de les diffuser et de faire en sorte que ceux qui souhaitent aller sur un mode de fonctionnement vers l'agilité aient les bons outils à leur disposition et les bonnes formations. Après, moi, je vois les missions du coach agile et de Product Ops quand même de manière très différente. J'aborde le métier de Product Operations vraiment comme un mode très... on va absorber les feux opérationnels
de l'organisation. On va y apporter notre côté très facilitateur et catalyseur de solutions. Et après, l'idée, c'est au maximum de rendre ces solutions-là à l'organisation. Moi, j'essaye de faire en sorte que mes équipes aient un niveau de run le plus bas possible. On ne doit pas être un maillon de la chaîne. On doit être là pour vraiment venir en task force, consolider les trous dans la raquette de l'organisation. Mais après, on doit vraiment rendre un maximum à l'organisation. C'est un aspect que je ne vois pas forcément avec le coach agile, pour le coup. Cool. Bah, écoutez, on va continuer. Et justement, vous êtes combien en termes de Product Ops, finalement, dans ton équipe? Pour le moment, on est 8. Ok, cool. Donc, on est organisé en 3 pôles depuis cet été. Donc, c'est assez récent. J'ai actuellement 2 analystes qui vont travailler plus spécifiquement sur soutenir et encourager les équipes à adopter une culture beaucoup plus data-driven. Donc, ils vont vraiment s'occuper de la gouvernance des outils data, de l'accès à la data, de la qualité de la data, du coaching des équipes sur la définition des success métriques, sur les méthodologies de tracking, etc. Ensuite, j'ai un pôle composé de 3 project managers, donc, qui vont vraiment être dans l'amélioration continue de cet operating system organisationnel qu'on crée. Donc, vraiment en charge des grands process d'alignement, des outils qui sont vraiment cross-équipe et cross-chapter, et des grands rituels de communication. Et après, j'ai un pôle d'experts avec 2 expertises particulières. Une première sur tout ce qui est gestion de la connaissance, documentation technique, UX Writing, Tone of Voice. Et une deuxième expertise plus sur les product builders, comme c'est un métier spécifique à Payfit, avec un environnement et des outils spécifiques à Payfit. Il y a des projets qui sont nécessaires pour les accompagner dans leur développement et dans leur quotidien. Et comment on fait pour recruter un bon Product Ops, finalement? Alors, ce que je vais beaucoup regarder quand je recrute, c'est principalement des soft skills et pas trop des hard skills. Parce que c'est plus un état d'esprit Product Ops que vraiment à cocher des cases en termes de compétences pures et dures. Déjà, il faut que ce soit une personne qui soit très empathique. On est vraiment sur de l'humain. Donc, il faut être en mesure de savoir écouter, de ne pas poser trop tôt ses propres convictions ou ses propres solutions. Dans les phases de discovery qu'on fait, il faut vraiment être très, très à l'écoute et très empathique, être capable de se mettre à la personne avec qui on parle. Il faut être très bon communicant. On a une variété de profils et d'interlocuteurs qui est vraiment importante. Donc, c'est important d'avoir une communication claire, précise, concise et impeccable. C'est vraiment le truc où on va dire, j'exclus des candidatures le plus régulièrement. Ensuite, il faut être quand même très analytique parce qu'on va être amené à évaluer pas mal de données, peu importe le pôle dans lequel on est. Et il faut aussi avoir un côté très entrepreneur. C'est un métier récent où on n'a pas beaucoup de matière dans la littérature. Et donc, on construit un peu notre propre métier. On bricole nos méthodologies, on voit des choses à droite à gauche qui nous inspirent, on les adapte, on teste, on apprend. Et il faut être très résilient aussi, accepter d'apprendre par l'échec et par l'erreur. Et c'est pas forcément un état d'esprit que tout le monde peut avoir. Et il faut aussi pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Un outil qui a été implémenté au tout début de la startup, 3 ans avant, tout le monde est parti, tu sais plus qui l'a mis en place. Bah, faut pas avoir peur d'aller lire la documentation, de jouer avec, de tirer. Et surtout, moi j'aime bien ce côté très, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a, et puis une fois que ça marche, en fait, après on itère et on améliore, et il faut avoir ce côté très doueur.
Et tu as dit qu'il faut beaucoup de soft skills, mais en termes de hard skills, est-ce qu'il y a de la documentation, quelque chose sur lequel on pourrait lire pour se former, ou comment on se forme finalement au Product Ops? En faisant. Il n'y a pas de documentation. Ou alors, si T'es- t'en as, moi je la veux bien, mais je l'ai pas. Mais Je l'ai écrire pas un pour- livre. Ouais, peut-être un jour. Déjà, il faut que j'écrive un article pour le blog Payfit Backstage. C'est un membre de mon équipe qui s'occupe du blog et ça fait, je pense, 6 mois qu'il me court après pour que j'écrive l'article. Donc, on verra après pour le livre. Et moi qui interviens par exemple beaucoup chez Wilco, donc c'est un incubateur de start-up, à partir de quand est-ce que tu considérais justement qu'il faut avoir un Product Ops? Est-ce que c'est un must? Est-ce que c'est un should? Un could d'avoir un Product Ops? C'est une bonne question et on me la pose souvent. Et c'est difficile à répondre parce que pour le coup, chaque équipe Product Ops dépend vraiment de l'organisation auquel elle est rattachée et donc sa naissance est très liée à l'organisation auquel elle est rattachée. Par contre, je peux essayer de donner quelques on va dire, grandes recommandations que je pourrais faire. Déjà, j'aurais tendance à dire plus l'entreprise scale vite, plus il faut y penser tôt. Parce qu'en fait, si vous grandissez très très vite, vos différents product managers, designers, etc. vont passer beaucoup de temps en fait à onboarder des nouvelles personnes, à absorber des nouveaux sujets, et ils vont plus avoir le temps de s'occuper de ces dimensions-là de leur quotidien. Et après, ça dépend aussi de l'appétence des product managers pour les questions organisationnelles. Vous allez trouver des organisations produits où les PM, ils aiment bien avoir cette part-là dans leur quotidien, de projets qui sont plus sur la standardisation des pratiques, l'alignement, etc. Et si vous avez un pôle de product manager qui aime bien cette partie-là, vous allez pouvoir attendre plus longtemps avant d'avoir un pôle dédié Product Ops. Et au contraire, si vos PM, ils n'aiment pas ça, vaut mieux investir assez tôt. J'aurais tendance à dire aussi que le bon moment, c'est quand vous anticipez la bascule de passer d'un mode très oral, où on prend les décisions parce qu'on peut tous se mettre dans une salle, parce qu'on a tous une bonne vision 360 des éléments qui nous permettent de prendre des décisions, à une culture où, par la taille, on a besoin de passer par de l'écrit, de passer par de l'échange d'informations et donc de la standardisation des pratiques. C'est un peu à ce moment-là, je pense qu'il faut commencer à investir sur des profils Product Ops. Voilà. Après, si je dois vraiment donner un ratio, j'aurais tendance à dire que ça vaut pas forcément le coup avant que vous ayez 4-5 PM. Après 4-5 PM, on peut se poser la question suivant leur appétence pour les process, la vitesse de scale et la culture. Et du coup, chez Payfit, vous avez combien de PM déjà? Aujourd'hui, on en a 16. Ok. Du coup, finalement, tu as un Product Ops en ratio entre guillemets pour 2 PM. Oui, alors comme nous, on travaille si avec t'as- toute ouais, l'organisation, c'est pas forcément le bon ratio. Mais Ok. oui, et surtout quand en fait dans les product builders, t'en as qui ont vraiment des casquettes PM, Ok. mais qu'on n'identifie pas avec le nom de product manager. Ok. Et justement, pour les grosses entreprises qui aimeraient potentiellement sauter le pas, mais ou alors il faut convaincre un stakeholder justement en particulier, c'est quoi les critères de succès d'un Product Ops qu'on peut vendre justement? Alors c'est une bonne question. Les métriques de succès de nos projets, elles sont très qualitatives parce qu'on travaille sur l'humain. Nous, on a quelques éléments qui quand même nous permettent de nous guider. Le premier, c'est, je pense, le sondage trimestriel qu'on fait auprès de l'ensemble des payfitters sur, on va dire, 40 aspects de leur quotidien. Et il y en a qui sont très liés à notre travail. Est-ce que j'ai accès aux bons outils pour bien faire mon travail? Est-ce que je pense qu'il y a les bons process pour que je performe bien? Est-ce que j'ai accès aux bons modules de formation pour me développer? Donc ça, c'est des éléments qui vraiment, nous, on va regarder de près pour pouvoir déclencher les bonnes initiatives. Après, sur les différents projets, on va avoir différents types de success métriques.
Sur la communication, ça va être beaucoup de la prise de feedback. Alors parfois, quand on fait des grandes communications, on va envoyer un sondage derrière de satisfaction pour comprendre si les messages ont été bien perçus et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Sur par exemple le déploiement des outils, on va être plus sur des success métriques. Est-ce qu'on a onboardé toutes les équipes? Est-ce qu'il y a un bon taux d'usage ensuite? Et est-ce que l'usage est correct? Sur les formations, le learning, on va regarder pareil le taux d'utilisation, ou si c'est de la formation en présentiel, le taux de participation. Donc c'est un peu ce genre de métriques-là qui vont nous permettre de driver. Et après, tu vas avoir des grands KPI, mais plus high level, sur la productivité, le nombre d'initiatives qu'on délivre à l'heure de ce qu'on avait prévu, les taux de maintenance. Tu vas avoir aussi la perception par les autres départements sur le travail du produit. Donc c'est un peu ces grands KPI-là qu'on va regarder. Et justement, par rapport aux piliers que tu m'as donné avant, est-ce qu'il y a une priorisation en termes sur ces 4 piliers, justement? Est-ce qu'il y en a un qui est c'est le top, il faut avoir celui-là sans exception, et après potentiellement des moins importants, ou les 4 c'est la même priorisation? Non, on travaille sur tous à peu près de la même manière. En gros, comment on priorise nos projets? À peu près un mois avant la fin du trimestre, on va faire un grand brainstorming avec toute l'équipe. Et par toutes les conversations qu'on a eues sur les mois précédents, on va commencer à lister toutes les idées de projets qu'on a. Donc moi, il y a beaucoup d'échos que j'ai via le CPO ou les VP. Mes équipes, elles vont avoir beaucoup échangé avec directement les product builders, les PM, les designers, les ingés. On va avoir des remontées spontanées des directeurs aussi. Et en fait, cette liste-là, ensuite, on décrit chacune des idées projets et on l'envoie à l'ensemble des directeurs. Et c'est ce qu'on appelle le mercato. Et en fait, tous les directeurs vont évaluer l'ensemble des projets sur une échelle de 1 à 3, selon l'importance que ça a pour leurs équipes. Ce qui nous permet du coup après d'avoir une priorisation des projets. Et à partir de ça, suivant les appétences et compétences des membres de mon équipe, on va valider les projets pour le trimestre suivant et on va déprioriser ceux qui ont le moins de traction. Cool. Et tout à l'heure, on parlait du doublon potentiel avec le coach agile. Est-ce qu'il y avait ou pas? Et par rapport au PM, est-ce que finalement, c'est pas un manque de compétences des PM qu'est né justement le Product Ops? Je suis un petit peu dur, justement. Pour rappel, on a des product managers, hein, justement, mais c'est... Je pense pas du tout. C'est pas du tout un manque de compétences. Les Product Ops naissent plutôt d'un manque de temps. Pas du tout de compétences des product managers. Chez nous, je pense que typiquement, déjà, il faut savoir que nous, on va travailler sur les sujets à partir du moment où ça touche 3 équipes. Moi, j'ai une règle, c'est si un problème est au sein d'une équipe, c'est sa responsabilité, c'est son autonomie d'y remédier. Si ça touche 2 tribes, c'est un sujet de collaboration. Donc, les équipes vont gérer ça aussi à 2. Sauf vraiment cas spécifiques où on a besoin de participer. Et donc, les projets chez nous, ils vont commencer à partir du moment où ça concerne 3 équipes. Donc déjà, ça veut dire quand même qu'il y a des sujets qu'on pourrait catégoriser Ops, qui sont quand même portés par des product managers, à partir du moment où ça touche pas 3 équipes. Et ensuite, en fait, on leur dégage du temps. Évidemment qu'ils seraient en mesure de porter ces sujets-là, mais on va nous les porter pour que eux puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Donc sur vraiment la compréhension de nos utilisateurs, la compréhension de leurs douleurs au quotidien, le travail en collaboration proche avec les designers et les ingénieurs développeurs pour vraiment faire en sorte que les expériences qu'on propose à travers le produit PayFit soient toujours plus adaptées aux besoins de nos utilisateurs.
Et c'est vraiment là leur cœur de métier, c'est pas d'aller chercher quel outil on va utiliser pour visualiser les roadmaps ou quel rituel on met en place pour s'aligner avec le business. Ils doivent y participer. On fait beaucoup aussi de co-construction. Que ce soit, si c'est un sujet design, on va travailler avec un designer. Si c'est un sujet product management, on va travailler avec un product manager. On n'a pas vocation à avoir les réponses à la place de l'organisation. On va juste avoir ce fonctionnement de catalyseur et de facilitateur pour trouver les solutions plus rapidement que s'ils les portaient eux-mêmes. Mais moi, je dis souvent, on ne travaille pas pour eux, on travaille avec eux. Et donc, on est beaucoup en binôme ou en collab ou en co-construction sur les sujets. Et tout à l'heure aussi, tu parlais du fait que tu ne travailles pas que avec des PM, vous travaillez avec l'organisation entière, donc vous travaillez avec des stakeholders. Comment ça se passe avec les stakeholders? Quel est votre rôle auprès des stakeholders? Alors, je pense que les premiers dont on est les plus proches, c'est, on va dire, nos équivalents dans les autres équipes. Donc, on va beaucoup déclencher des projets avec les Customer Service Ops ou les gros Ops qui vont s'occuper des départements services clients et commerciaux. On va aussi beaucoup travailler avec toutes les équipes qu'on appelle business partners, donc la data, la finance, le légal, l'IT, sur pas mal de sujets. Donc on a des rituels en commun pour se donner beaucoup de visibilité sur nos projets. Il y a des projets qu'on porte en collab. Et après, sur les stakeholders, on est vraiment vu comme le point d'entrée quand ils cherchent la bonne personne avec qui parler, mais qui ne l'ont pas forcément. Donc, il y a des stakeholders qui savent très bien à qui il faut parler pour telle expérience ou pour tel projet, mais parfois, ce n'est pas toujours évident pour eux, et du coup, ils vont avoir ce réflexe de passer par Product Ops pour demander vers qui s'orienter en interne. Et justement, quand on parle de Product Ops, donc on parle aussi, donc on a parlé un peu de recrutement, mais si pas la grille de salaire, mais finalement, est-ce qu'un Product Ops est aussi bien vu qu'un PM au niveau salarial? Comment est-ce que vous fonctionnez, vous, chez Payfit, par rapport à cette vision? Parce que là, on le voit avec l'éclosion, on en parlait tout à l'heure, par exemple, des product designers qui avant étaient simplement que des designers, où on parlait aussi des développeurs front qui étaient des intégrateurs, qui ont maintenant vraiment pris une vraie place de développeurs. Comment est-ce qu'il est perçu, ce job chez Payfit, et peut-être dans le monde peut-être français, en tout cas parisien, selon toi? Alors, chez Payfit, on voit vraiment le métier de Product Operations comme des product managers de l'organisation. On est vraiment parti de ce constat-là. D'ailleurs, on a des méthodologies très, très liées. Et donc, on a pensé aussi bien le Career Pass que les grilles de salaire en étroite collaboration avec les Product Directors et les Product Managers. Donc, on a, si vous voulez, les grandes sections du Career Pass, c'est les mêmes. Les niveaux, on a les mêmes structures de niveaux et on a les mêmes grilles de salaire que les Product Managers. Et donc, comment évolue finalement un Product Ops? Il y a des Product Ops juniors, confirmés, seniors. Ils ont des tâches différentes. Comment ça fonctionne finalement, cette évolution de carrière, même si c'est jeune? Alors, les tâches pas forcément différentes, c'est plus le périmètre des projets et la complexité des projets, et plus en termes de responsabilité. Sur un profil junior, on va avoir des projets qui sont avec une variété de stakeholders un peu plus restreinte, sur des projets qui sont peut-être un petit peu plus courts pour rapidement aussi enchaîner les différents types de projets et développer pas mal d'expérience. Et sur des profils plus seniors ou principaux, on va porter des projets où tes stakeholders vont être très très variés, qui vont peut-être durer un petit peu plus dans le temps, qui demandent aussi d'avoir une certaine position, une certaine légitimité auprès des différents stakeholders, et qui sont un peu plus, on va dire, centraux dans l'organisation et dans la structuration de l'organisation qu'on déploie. Et
par rapport à ça, est-ce que vous êtes formé, par exemple, à de la facilitation parce que tu parles justement de facilitateur, de catalyseur. Est-ce que vous êtes formé à la facilitation, par exemple, à de la CNV, des choses comme ça? Est-ce que c'est des choses que tu recommandes potentiellement ou pas du tout et c'est complètement autre chose? Euh, Ça, c'est un point qu'il faudrait que je creuse. Je creuse bientôt. Pour l'instant, vraiment, je vais être très honnête, on apprend en faisant. Ok. Vraiment. Genre, c'est vraiment purement et de l'apprentissage dans notre quotidien et dans nos projets. On a très peu de formations formalisées et accessibles. Sur la partie qu'on gère un peu comme les product managers, bah, on bénéficie de toutes les formations en product management. En gros, un projet, nous, on va le délivrer un peu avec la méthodologie du double diamant, comme le font les équipes produits chez nous. On va vraiment travailler avec des phases de discovery et de définition qui sont très similaires à un product manager. Donc c'est vraiment basé sur des interviews en interne, du benchmark en externe, de l'analyse de données, et ensuite des workshops de brainstorming, des user journey map, du story mapping, des personas, etc. Ça, c'est très similaire à un product manager. Et c'est plutôt le deuxième diamant où on commence à s'éloigner du product management et on revient plus à de la gestion de projet un peu plus classique, avec parce que aussi bah, on est à la fois son designer et son développeur, si on peut dire. Et du coup, ça va être vraiment la construction d'une première version, définir une équipe pilote, faire une phase pilote, tester, itérer avec les feedbacks et après du rollout progressif avec potentiellement de la migration, de la formation suivant les sujets. Et depuis que tu es devenu du coup Product Ops, quel est ton plus gros succès et ton plus gros échec ou ton plus gros learning finalement, peut-être, si on fait de la CNV? Alors, mon plus gros succès, je pense que c'est le premier sujet que j'ai porté chez Payfit. On avait un problème pour s'aligner sur les dépendances entre les équipes produits en amont. Du coup, on avait beaucoup de projets où quand une équipe allait voir une autre équipe, parce qu'il y avait une dépendance technique, en fait, elle se retrouvait face à un non. En fait, on ne peut pas travailler là-dessus parce qu'on a planifié notre trimestre et on n'a plus la bande passante de travailler là-dessus. Et donc, on avait un taux de projet avec du retard, voire même en pause, qui était assez important. Et donc, avant que j'arrive, les équipes avaient déjà travaillé sur formaliser les initiatives à travers ce qu'on appelle chez nous un briefing, même un Product Initiative Briefing, donc un PIB. Il fallait construire le process associé qui permettait de s'aligner sur les dépendances en amont. Et donc, j'ai commencé à travailler avec les équipes afin de construire ces différents rituels. Et aujourd'hui, chez Payfit, toutes les équipes vont, en milieu de trimestre, donner la liste des PIB candidats. Donc, c'est des potentielles initiatives qu'ils imaginent pour le trimestre suivant. Ils vont mettre en lumière les dépendances qu'ils envisagent déjà, étant donné le sujet. Et l'idée, c'est qu'après, pendant 3 semaines, ils déclenchent les bonnes discussions avec les équipes où ils ont identifié des dépendances pour les confirmer, pour les invalider. Et puis, quand les dépendances sont confirmées, essayer d'imaginer la bande passante qui est nécessaire de l'équipe dépendante. Et on a un rituel l'avant-dernière semaine d'un trimestre où chaque équipe passe et annonce l'ensemble des initiatives sur lesquelles elle va travailler le trimestre suivant, avec les dépendances confirmées et validées et le temps qu'ils comptent dédier à chacune des initiatives, donc ce qui permet aussi de mettre en lumière combien ils prévoient de temps versus la capacité qu'ils ont. Et donc aujourd'hui, on a ce process d'alignement et de planification qui fonctionne bien et qui a bien fonctionné pendant 2 ans. Là, on est en train de le revamp parce qu'on grandit et que du coup, il faut se renouveler. Mais en tout cas, ça a bien marché pendant un temps. Ça, c'est mon plus gros succès. L'échec maintenant. Plus gros échec. Oh, il y en a plusieurs. Quand on est sur un métier aussi neuf et qu'on apprend en faisant, il y en a plusieurs. Peut-être le dernier qui me vient en tête, on a essayé avec les VP de définir des axes d'excellence produits dans les équipes. Et pour pouvoir évaluer les excellences, de définir des métriques
qui étaient représentatifs de ces axes d'excellence. L'idée étant que pour chaque équipe, on évalue ces métriques-là. Donc, il y avait une partie où c'est vraiment de la data, ça va être le taux de maintenance, ça va être le taux de dette technique, voilà, ce genre de choses. Il y en a d'autres, c'est de l'auto-évaluation, parce qu'on n'a pas la data. Cette évaluation-là nous aurait permis de comprendre un peu quel était le niveau d'excellence de chacune des équipes. Là où il y a des niveaux d'excellence un peu plus faibles, mais où c'est commun à tout le monde, pour nous, savoir quelles initiatives on doit déclencher pour permettre de relever le niveau d'excellence sur ces sujets-là. Et plus spécifique sur certaines équipes où on peut voir des écarts avec la moyenne, peut-être leur apporter du coaching un peu plus spécifique sur certains sujets, de leur fournir de la formation, ce genre de choses. Et en fait, ces conversations ont eu lieu avec une partie des tribes chez nous, mais finalement, c'était tellement vaste en termes d'axes, de sujets, ça a apporté des discussions qui étaient hyper intéressantes, mais hyper riches, et où on n'est pas arrivé à définir des plans d'action derrière. Et du coup, c'était hyper dur une fois que ces conversations-là et qu'on a ouvert plein de boîtes de Pandore. En mode ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça marche pas. Et on se retrouve après avec tout ça et on a eu du mal à définir un plan d'action derrière parce qu'on avait ouvert trop de portes. C'était trop large, trop complet, on va dire. Et en plus, il y avait beaucoup de métriques qui étaient auto-évaluées. Parce qu'on n'avait pas les bonnes métriques aujourd'hui en place, la data était pas, le système de data derrière n'était pas mis en place, ce qui rendait un peu l'évaluation très subjective. Et il y a eu beaucoup de discussions sur la subjectivité de certaines métriques, et donc on a un peu perdu de vue l'objectif de ce qu'on essayait de faire. Et ce qui fait qu'on n'a pas réussi à déterminer un plan d'action et qu'aujourd'hui, on a un peu mis ce sujet-là en pause et je pense qu'on le reprendra plus tard. Et dans ton métier, qu'est-ce que tu préfères faire finalement en tant que Product Ops ? Je pense que ce que je préfère faire, c'est vraiment essayer d'apporter une solution à une douleur du quotidien de quelqu'un avec qui je travaille. C'est vraiment ce côté... aujourd'hui, dans ton quotidien, il y a vraiment ce point-là qui est une épine dans le pied, qui t'empêche d'avancer. Et moi, ce qui vraiment me motive, c'est de pouvoir me dire, OK, en fait, on va travailler ensemble et on va faire en sorte que cette épine-là dans le pied, elle n'existe plus. Et je pense que c'est vraiment cet impact-là qui me motive et que j'aime dans mon métier. Finalement, une vision comme les product managers, finalement, de discovery. Complètement. Et la partie la plus difficile ou la plus fatigante, peut-être ? L'adoption de ce qu'on imagine et de ce qu'on met en place, c'est on est forcément sur des sujets secondaires pour les équipes avec lesquelles on travaille, parce que c'est pas leur sujet principal, c'est pas leur cœur de métier. Et donc, il y a forcément des difficultés à faire adopter ce qu'on veut mettre en place, à avoir le bon niveau de traction et d'engagement de la part des équipes, qui fait que ça te motive, ça te fait avancer. Et donc, moi et les membres de mon équipe, on s'est, je pense, tous retrouvés une fois où on était en mode je me sens tout seul et genre je comprends pas pourquoi je fais ça. Et surtout quand tu es dans le tunnel après la discovery où tu es plutôt dans cette phase de définition. Et si tu fais pas un maximum de co-construction à ce moment-là, moi j'insiste beaucoup auprès de mes équipes pour qu'ils fassent un maximum d'exercices en co-construction. Si jamais tu fais cette phase de définition un peu tout seul, ça peut être très démotivant si t'as pas de traction, si t'as pas d'interlocuteur et si t'as pas d'engagement. Avoir un petit peu de cette solitude, finalement. Ouais, Okay. Complètement. Est-ce que vous avez déjà des questions, peut-être ? Oui. Non, tout à l'heure, tu disais pour le coup, donc c'est beaucoup en faisant, qu'il y a beaucoup de soft skills, pas forcément d'hard skills, peu de formation ou autre. Pour le coup, côté candidature, c'est plutôt pour des personnes juniors qui n'ont jamais fait Product Ops, je suppose qu'il y a souvent des personnes qui n'ont pas encore la casquette Product Ops qui candidatent. C'est plutôt quel type de profil qui évolue vers le Product Ops ? Alors, sur des profils juniors, je vais regarder plutôt des profils qui sont très analytiques,
à l'aise avec la donnée, très organisé et beaucoup sur une communication impeccable. Ça, c'est un point important. Donc, généralement, c'est quand même des formations plutôt soit école de commerce ou ingénieur, un peu plus dans les sciences parce qu'il y a cette espèce de côté un peu carré qu'on va rechercher sur des profils avec un petit peu plus d'expérience. Moi, je vais essayer d'aller sur des profils qui ont déjà fait de la gestion de projet. En fait, comme je le dis, on est sur des méthodologies hybrides, gestion de produits, gestion de projet. Et je pars un peu du principe que je veux des gens qui soient à l'aise avec la partie gestion de projet. Donc, gestion des stakeholders, d'avoir une organisation précise, une communication qui est bien rodée et qui sont curieux du produit, mais qui n'ont pas forcément d'expérience produit et qui ont envie de rentrer dans cet environnement-là, d'apprendre un peu les compétences et les pratiques autour de la gestion de produits et qui ont envie de découvrir ce milieu-là et qui ont vraiment cette curiosité-là. Donc on va plutôt aller... c'est plutôt ce genre de profil-là que je vais regarder sur des gens qui ont un peu d'expérience. Du coup, plutôt des d'anciens project managers. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Hop. Merci d'avoir pris le jeu pour moi. Déjà, merci d'être là. Très intéressant. Moi, je voulais savoir, tout à l'heure, tu disais que tu taclais jamais un problème si ça touchait pas plus de 3 équipes. Par équipe, tu entendais tribe ou squad? Tribe. D'accord. Donc, il faut que ce soit quand même assez gros. Et c'est ça qui protège un peu l'autonomie des squads, entre guillemets. C'est qu'il faut déjà qu'elles aient elles-mêmes remonté le problème pour que ça t'arrive à toi. Complètement. Et d'ailleurs, il y a des sujets dans les bonnes pratiques, dans les rituels, qui sont complètement gérés en autonomie dans les tribes par les directeurs. D'accord. Ok. Et ça touche tous les domaines parce que tu as un métier avec une palette très variée de responsabilités. Et du coup, pour tout ce qui est process ou tooling, je comprends. Pour ce qui est learning, c'est pareil. Une squad peut pas venir te voir en te disant... moi, j'ai besoin de formation dessus, par exemple. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, sur le learning, on commence tout juste. Donc, pour le coup, j'ai pas beaucoup de partage d'expérience à faire. Mais on va récolter tous les besoins. Donc, on va rentrer forcément dans une phase de discovery et d'audit sur tout l'ensemble des populations, c'est quoi les principaux besoins en termes de formation. Et c'est le nombre de fois, le nombre d'occurrences que ça revient dans les interviews et dans les sondages qui vont un peu nous donner, prioriser les learnings et l'ordre dans lequel on va le tacler. Donc oui, évidemment, une équipe qui a un besoin en learning va pouvoir venir nous voir et on va le rajouter au backlog. Et un jour, on arrivera peut-être à ce niveau-là, mais ce ne sera pas priorisé. Effectivement, si avant ça, tu as, 20 learnings qui concernent... plusieurs équipes et qui sont revenus une vingtaine de fois dans les entretiens. D'accord. Alors, autre question. Pour une petite start-up qui ne peut pas se permettre d'avoir de Product Ops, quel process ou tooling tu conseillerais d'adopter assez tôt et qui ne demande pas des ressources à la Payfit? Alors, pour le coup, pour les tools, je vais pas être très originale, hein. On a chez Payfit un peu les grands noms que tu peux avoir. Sur le développement, c'est du Jira. Pour la partie design, on est sur du Figma. Pour la partie enregistrement des comportements utilisateurs sur la plateforme, c'est Full Story. Sur la partie plus interview et recherche utilisateur, on utilise Dovetail. Sur la partie visualisation des roadmaps, priorisation, le lien avec Jira, on est en train d'implémenter Product Board chez Payfit. Et sur tout ce qui est workshop, comme maintenant on est beaucoup en distanciel, on est sur du Miro. Donc tu vas retrouver un peu l'écosystème, on va dire, assez classique d'une équipe produit. On n'a pas fait de choix très originaux, on va dire, sur ces trucs-là. Peut-être le tool, l'outil où tu peux tout faire dans un, c'est bien, mais j'y mettrais quand même des gros warnings. Nous, on a beaucoup grandi avec Notion.
Aujourd'hui, moi je suis pas une grande fan de Notion, hein, on va pas se mentir, moi je trouve que c'est un enfer. Désolée pour tous les fans de Notion, mais je ne suis vraiment pas dans la fanbase de Notion. Il faut faire attention avec un outil qui te permet de faire beaucoup de choses quand tu es tout petit. Il faut avoir en tête qu'il faut anticiper de sortir certains usages suffisamment tôt pour éviter justement moi j'appelle ça le vortex de l'information aujourd'hui, où finalement tu as surtout un outil comme Notion que tu peux customiser à volonté de manière très très précise et profonde, on va dire. En fait, c'est hyper compliqué après de faire sortir les équipes de quelque chose comme ça, que tu as vraiment customisé la manière dont ils travaillent et d'aller sur un outil qui est fait pour un usage particulier. Mais qui du coup est potentiellement plus contraignant dans la customisation. Donc sur les outils qui font plusieurs choses et où tu te dis ah c'est trop cool, tout se connecte, etc. C'est bien, mais il faut toujours avoir cette petite arrière-pensée de en fait il faudra qu'on n'y sorte pas trop tard. D'accord, merci. Bonsoir, je m'appelle Artyom, je suis chef de produit chez Incentive. Et tu as mentionné que vous avez donc les analystes dédiés dans le Product Operations. Et pourrais-tu élaborer un peu sur les tâches qu'ils ont et comment est-ce qu'ils divisent les tâches avec les autres analystes au sein de Squad ou comment ça marche? Complètement. Alors, pour donner un peu plus de contexte, donc nous, on est une équipe data centralisée chez Payfit. Et du coup, dans la partie analyste, il y a plusieurs types d'analystes dans l'équipe data. Donc, il y a des analystes qui sont plutôt dédiés au CS, des analystes qui sont plutôt dédiés aux sales, et donc il y a des product data analystes. Voilà. Mais ils ne sont pas au sein des équipes, ils sont centralisés. Et c'est important de faire la distinction entre les product data analystes et les product ops analystes. Ils ne sont pas sur les mêmes missions. Les analystes qui sont dans mon équipe sont vraiment sur des missions d'empowerment des équipes produits. Donc c'est vraiment donner les moyens aux équipes produits d'être autonomes sur, on va dire, les activités autour de la donnée qui sont essentielles et pourtant plutôt basiques. Donc ils vont vraiment être... ils vont faire la gouvernance des outils tels Amplitude ou Looker pour le produit. Donc ils vont établir les bonnes pratiques, les nomenclatures, l'organisation sur les outils. Ils vont faire les formations sur les outils auprès des équipes. Ils vont faire beaucoup de coaching sur la définition des success métriques, des KPI de tracking, mais sur la base de la demande des équipes produits. Donc on est vraiment dans le support, c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir et nous disent on a besoin d'aide pour mapper tel funnel ou pour mettre en place le Customer Effort Score. On va être sur la standardisation aussi des sondages un peu classiques dans l'app, comme le Customer Effort Score. Ou les demandes d'amélioration ou de feedback direct sur une expérience quand elle est nouvelle. Donc ils sont vraiment beaucoup plus dans cette logique de faire en sorte de provider de moyens pour que les équipes produits puissent être autonomes. Alors que les product data analysts, ils vont beaucoup plus être dans la définition et l'accompagnement stratégique. Donc, ils vont construire un peu des grands KPI comme chez nous, on ne regarde pas le NPS, on regarde le TNPS, Trailing NPS, parce qu'on va conserver les réponses de NPS un peu dans le temps, mais en diminuant leur poids. Donc, il y a un espèce de calcul. Donc, c'est eux qui ont construit le TNPS, c'est eux qui vont faire les analyses pour voir quels sont les différents leviers pour impacter le TNPS et qui vont fournir ces insights-là aux équipes produits. Ils vont aussi beaucoup travailler dans la définition de c'est quoi les métriques d'adoption classiques et qu'on veut mettre en place tout au sein de l'app. Et ils vont aussi accompagner les équipes quand elles ont des expériences qui comportent de la donnée avec leur expertise. Ok, comment on peut mettre des analyses de données à destination de l'utilisateur qui sont pertinentes pour eux. Donc beaucoup plus dans cette logique-là.
Ok, super intéressant. Merci. Et je voulais aussi demander donc quel outil vous utilisez en termes de data. Tu as mentionné que vous utilisez Amplitude et encore l'autre quel? Looker. Looker. Ouais. Ok. Et donc tu as aussi mentionné que vous construisez les dashboards pour l'équipe produit. Et donc ces dashboards sont au sein d'Amplitude. Vous avez encore quelques trucs pour les visualisations de data. Alors, la visualisation de data, elle est principalement dans Looker, qui du coup est relié à Redshift, la data warehouse. Après, on utilise complètement les dashboards d'Amplitude aussi. Donc, ils sont aussi principalement utilisés. Et pour tout ce qui est un peu sondage dans l'app, on utilise Pendo aujourd'hui. Donc, il y a aussi des dashboards dans Pendo qui sont utilisés par les équipes produits. Ok, merci. Ouais. Merci. Moi, j'avais une autre question. Tu disais que les missions de la Product Ops étaient beaucoup liées au contexte et à la config de l'équipe. Produit en grand, produit CX Tech, au temps et aux appétences aussi. Et donc, les product managers pouvaient, dans certains cas, faire certaines missions qui seraient par ailleurs visibles chez Product Ops. Est-ce que vous, aujourd'hui, chez PFIT, vous avez une zone de flou, justement, où sur certains sujets, au cas par cas, tu as un PM ou un autre directeur qui va se saisir du sujet parce que c'est son expertise, son appétence, là où il aurait pu être chez vous? Comment vous distribuez un peu le travail? Ou est-ce qu'en fait, Product Ops a pris une telle importance et c'est tellement implanté que vous n'avez pas ce cas de figure? On n'a pas vraiment cette zone de flou pour le coup. En fait, on est vraiment dans un environnement qui avance très très vite, donc les équipes grandissent très très vite. Donc typiquement, les product managers et les product directors, ils ont déjà beaucoup de responsabilités sur, on va dire, absorber les nouveaux sujets, les nouveaux périmètres fonctionnels qu'on veut développer et accueillir les nouvelles équipes. Donc déjà, en fait, en termes de sujets qui est au sein de la tribe, sur l'organisation de la tribe, sur son fonctionnement en tant que tribe, il y a déjà largement à faire pour que ce soit assez rare que un PM ou un product director veuille porter un sujet qui dépasse sa tribe. Après, nous, on va... Aujourd'hui, on a l'avantage chez PFIT d'avoir un gros soutien de la part du leadership, donc du CPO et des VP, et aussi d'avoir fait nos preuves sur la première année en étant vraiment concentré sur les faits opérationnels. Donc on a vraiment, au départ, que taclé les sujets qui étaient des grosses douleurs dans l'organisation. Ce qui a permis de s'acheter, on va dire, une légitimité. Et aujourd'hui, c'est un peu le réflexe d'un directeur de venir nous voir quand un sujet, on va dire, dépasse sa tribe ou la collaboration avec une autre tribe. Ils savent très bien que sur un sujet de standardisation ou d'alignement, ce sera fait plus rapidement si c'est nous qui le portons. Et en plus de ça, il ne sera pas dépossédé du sujet puisqu'on le fera en totale collaboration et co-construction avec lui ou avec ses équipes si ça les intéresse. Merci. Moi, j'ai une question sur le premier diamant dont tu as parlé, où vous faites la Discovery and User Journey. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur ce sujet-là? Comment vous faites ça? Un sujet, finalement, peu importe le sujet, que ce soit de la communication, que ce soit un process, que ce soit un tool, on va toujours commencer par la discovery. C'est-à-dire que mes équipes, elles vont d'abord commencer par faire une série d'interviews en interne pour comprendre les douleurs actuellement. Ça dépend du périmètre du sujet et de sa complexité. On va essayer d'avoir un panel représentatif du nombre, on va dire, de stakeholders impliqués sur le sujet. Et plus le sujet est complexe, plus on va faire d'interviews. J'aurais tendance à dire que le minimum, c'est d'en avoir 5-6. Après, sur les grands projets, on va aller à une vingtaine, je pense, en général. La deuxième étape, c'est si sur les sujets où on peut avoir accès à de la data, c'est de l'analyse de données.
Donc vraiment aller récupérer de la data et comprendre un peu les tendances, les mauvais usages, ce genre de choses. Et après, le réflexe, c'est de toujours aller voir ce qu'ont fait les autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Globalement, si quelqu'un a craqué le sujet, on n'est pas obligé de se prendre la tête, on va juste faire pareil. C'est le côté très optimisation du Product Ops. Donc au début, je tapais un peu aux portes sur LinkedIn comme ça. Maintenant, j'ai mon petit réseau d'entreprises avec lequel on s'échange beaucoup de tips parce qu'on tacle jamais les sujets dans le même ordre. Mais on va toujours aller voir comment les autres entreprises ont potentiellement géré un tel sujet ou comment elles le font aujourd'hui pour s'en inspirer. Donc ça, c'est un peu, on va dire, les 3 grandes activités d'une discovery. Et ensuite, sur la partie définition, alors ça varie un peu des sujets. Pour le coup, on ne va pas dérouler tous les mêmes exercices si on fait du training, si on fait du process, si on fait du tool. Mais ça va être prioriser les besoins ou les problèmes. Donc avec tous les résultats de la discovery, on essaye surtout quand on fait du benchmark de tool, on va vraiment prioriser, on fait des user journées. Donc quand on fait du tool, on va vraiment, tous les besoins ou tous les problèmes, c'est ça. Donc on les transforme en user story, en user story, et on va les prioriser avec nos différents stakeholders. Il y a parfois, quand on va faire des process, on va essayer de définir les différents personas. Donc, ça va être les différentes personnes qui participent au process de manière différente. Dans cette phase-là, on va essayer un maximum de faire des workshops de construction. Donc, avec soit on a identifié dès le départ des personnes avec lesquelles on va vraiment collaborer sur le projet, soit on va essayer de prendre un panel de stakeholders représentatifs de ce qu'on essaye de construire et on va vraiment faire des workshops de brainstorming, de définition des process. Et après, on peut être arrivé à faire des exercices peut-être la dernière fois qu'on a fait un user journey map, c'était par exemple pour la refonte de l'onboarding. Donc l'onboarding, on va vraiment mapper les étapes d'une nouvelle personne qui arrive dans le département, par quelle phase elle passe aujourd'hui, c'est quoi les principales douleurs, à quelle étape, etc. Donc voilà. Sur la définition, c'est un peu plus du pick and choose. Suivant les sujets, c'est un peu plus difficile pour moi de donner des vraies étapes comme sur la discovery. Mais voilà un peu pour vue d'ensemble. Merci, j'ai une autre question aussi. Est-ce que vous faites, ce que j'ai compris, vous faites aussi quelque chose comme measurement of efficiency, like team efficiency, I don't know, velocity, quelque chose comme ça. Comment vous faites, sur quel KPI vous êtes basé, comment ça se passe chez vous? Complètement. Alors, on va avoir plusieurs métriques d'efficacité. La première, ça va être sur la partie maintenance au niveau de chacune des équipes. On a des dashboards de maintenance. Une première d'un aspect un peu plus, on va dire, épanouissement, c'est on va vraiment monitorer la bande passante dédiée à la maintenance parce qu'on sait que c'est pas forcément les tâches qui plaisent le plus aux équipes. Et après, il y a plus des KPI tournés qualité. Ça va être le temps de réponse moyen pour le premier retour, ça va être les temps de résolution, ça va être le taux de refused aussi. Donc ça veut dire aussi le taux de tickets qui sont ouverts, qui ne sont pas vraiment des bugs en fait. Donc, ou peut-être il faut qu'on travaille avec les services clients pour mieux redéfinir ce qu'est un bug ou pas, ou leur donner la bonne documentation quand c'est des comportements attendus. Donc ça, c'est plutôt pour la partie efficacité sur la maintenance. Ensuite, on va avoir sur le delivery, c'est plutôt des KPI de delivery on time. Donc entre la première fois qu'on parle du projet et qu'on annonce une première période de sortie, parce que c'est pas une date de sortie au départ, une fois que justement on livre, quel est l'écart pour l'ensemble des équipes. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on bricole avec l'implémentation de Product Board. J'espère qu'on pourra le faire de manière beaucoup plus
beaucoup plus facile parce qu'on a un peu du mal à mapper vraiment tous les shifts au niveau des projets de manière très granulaire. On n'arrive vraiment qu'à le faire au niveau des initiatives et c'est pas forcément suffisant. Ça, c'est les principales métriques qu'on va avoir aujourd'hui en place. Et après, chaque tribe a évidemment des objectifs et des key results définis à l'échelle annuelle qu'ils vont ensuite découper par trimestre. Et donc, l'efficacité se fait aussi sur la complétion de ces objectifs et key results trimestriels. Merci beaucoup. Et ce sera la dernière question. J'en profite, merci. C'est quoi votre niveau d'interaction avec l'équipe architecture? Est-ce que vous les aidez aussi? Parce que c'est des gens qui peuvent des fois être loin de la culture produit. Est-ce que vous les aidez sur leurs tools? Enfin, voilà. Comment vous interagissez avec eux? Avec l'équipe architecture, on n'a pas forcément des interactions très fréquentes. Ils ont vraiment une position assez similaire à la nôtre dans l'organisation, donc c'est vraiment une équipe qui est en support des autres équipes. Donc ils ont développé un peu une structure où un architecte est principalement dédié à une tribe, ce qui leur permet d'avoir quand même un bon niveau d'interaction et de collaboration avec les équipes. Et pour le coup, on ne travaille pas trop sur les outils très très tech parce que chez Payfit, on a une équipe qui s'appelle Développeur Expérience et qui est vraiment sur des missions un peu similaires aux nôtres dans l'environnement vraiment quotidien des développeurs. Donc c'est vraiment eux qui vont travailler sur les outils quotidiens des développeurs, sur les process de mise en prod, etc. Donc tout l'aspect très technique. Pour le coup, c'est vraiment l'équipe développeur expérience qui est en charge de ces projets-là et du coup qui collabore de manière plus proche avec une équipe comme architecture. Merci. Pas d'électro. C'est bon. Donc pour conclure, Marie, quel est le futur du Product Ops? Même si c'est un métier vraiment tout jeune, qu'est-ce que tu vois pour le futur? Alors, c'est une bonne question. Chez Payfit, ça va grandir. Je pense quand on va développer d'autres pôles, là je suis en train de développer le pôle de programme manager et on va aussi avoir une personne dédiée au learning dans l'équipe. Donc, mais l'idée, c'est qu'on fasse une grande campagne de récupération des besoins pour vraiment recruter des profils qui correspondent aux besoins de l'organisation. Après, le métier de Product Ops dans l'univers produit, je pense que ça va se développer. Je le vois il y a 2 ans, quand on cherchait des interlocuteurs qui faisaient les mêmes métiers que nous, je les comptais sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, il me faudrait peut-être 3 mains. Donc, déjà pas mal. C'est déjà pas Déjà mal. pas C'est mal. déjà pas mal. Et j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour commencer un pôle Product Ops ou pour commencer à parler avec leur leadership d'un pôle Product Ops. Donc, je pense que ça va de plus en plus être commun dans les entreprises dans les entreprises tech, d'avoir un pôle Product Ops. Et donc, du coup, on peut imaginer que ça suive un peu on va dire, l'histoire et l'évolution qu'a pu avoir un métier tel que le Product Manager. Et donc d'ici 10 ans, que ça explose encore plus. Peut-être. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Ouais. Merci infiniment, Marie. Merci beaucoup. Et C'était merci un plaisir. à tout le monde. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas justement à traquer Marie entre les chips et les bonbons pour lui poser toutes les questions. Et merci encore vraiment. Je sais que tu reviens juste de vacances en plus. Enfin, de vacances, non. J'étais pas en vacances. T'étais pas en vacances, non. J'étais pas en vacances. Bon, t'es un petit peu bronzé. Mais en tout cas, merci encore vraiment d'avoir pris ce temps pour répondre à toutes ces questions. Ouais, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous tous sur ce sujet-là. C'est un métier que j'adore et j'apprécie énormément de pouvoir échanger dessus avec et d'avoir des points de vue différents aussi. Donc merci beaucoup pour l'opportunité. C'était hyper cool.
Et du coup, merci à tous. D'ailleurs, pour information, mercredi prochain, on a l'after produit. On va voir un petit peu l'évolution du product management. Justement, on en parle. Donc, 10 ans de product management avec des premiers PM que sont Benoît Terpereau, qui était CPO chez Deezer et qui est actuellement chez Ocus, et Renaud Elgozi, qui est Head of Product et Growth chez Mythic, et donc qui ont vu toute cette évolution-là. Donc, merci encore à tous et passez une excellente soirée. Vous pouvez profiter un petit peu de tout ce qu'il y a et à bientôt.